commencer. Donc, bonjour à tous. On a aujourd'hui le plaisir d'accueillir Claire Shade de l'Université de Nice-Côte d'Azur et de l'INRIA Sophia, du projet Atlantis, qui va nous parler de modélisation numérique en anneaux-plasmoniques. Nous t'écoutons. Merci. D'abord, merci beaucoup aux organisateurs pour l'invitation, pour l'accueil. Et effectivement, je vais vous parler de travaux. Enfin, je vais essayer de balayer quelques travaux qui ont une ligne directrice assez nette en anneaux-plasmoniques. Bien sûr, je vais vous expliquer ce que c'est la nanoplasmonique. Et déjà, pour commencer, c'est des travaux qui ont été obtenus en collaboration avec pas mal de personnes que je cite dans le slide ici, hein, et qui sont fortement liés au fait que je fais partie d'une équipe INRIA qui s'appelle Atlantis, qui est une équipe du centre INRIA de l'Université Côte d'Azur, donc qui est en fait localisée à Sophia Antipolis, qui est une trentaine de kilomètres du laboratoire de maths de Nice, où je suis aussi membre. Et juste très factuellement, l'équipe Atlantis, en fait, elle compte quatre membres permanents, donc il y en a deux qui sont à 100% INRIA. Les dirigés par Stéphane Uccelli, qui est un des 100% INRIA, et on est deux universitaires membres de l'équipe aussi, donc au total 4 membres permanents. Et puis gravitent autour de nous pas mal d'ingénieurs, postdocs, thésards qui mettent la dynamique à tout ça aussi. Et ça m'amène au point que les résultats que je présente aujourd'hui sont aussi en partie issus de travaux de thèse que j'ai eu l'occasion de co-encadrer, que je co-encadre encore. Alors, on va commencer par... je vais commencer par vous expliquer un peu le contexte physique de tout ça, et puis aussi finalement le chapeau physique sous lequel on se rejoint tous dans l'équipe Atlantis. Alors, on commence par la propagation de lumière dans des milieux structurés. Donc, cette propagation de lumière, ou en tout cas la réponse d'une structure à l'excitation lumineuse, va dépendre de pas mal de choses. Alors, j'en mets quelques-unes là. Le type de milieu qu'on considère, la géométrie du milieu, la taille de la structure et aussi le type d'illumination que je vais utiliser pour aller exciter la structure. Donc, si j'illumine avec du vert, du bleu, etc. Donc, dans l'équipe Atlantis, on particularise déjà deux petites choses, c'est-à-dire qu'on va aller utiliser des structures nanométriques. Et plus précisément, en fait, on va aller regarder des composants qui sont potentiellement nanostructurés. Donc, on peut avoir une structure élémentaire d'une taille nanométrique et grossièrement, je mets une limite qui n'est pas forcément une limite fixe, hein, mais on peut aller travailler sur des structures qui vont jusqu'à de l'ordre de 500 nanomètres. Donc, déjà, on est à l'échelle nano. Et deuxième chose qu'on particularise, c'est le type d'illumination qu'on regarde. Donc, je parle de lumière. Mais plus précisément, si je vais voir dans le spectre électromagnétique, ce qu'on regarde, c'est effectivement une partie visible, mais on va chercher un petit peu dans l'infrarouge et dans l'UV aussi. Et en fait, le fait de faire ça, ça veut dire qu'on va regarder la lumière qui a une certaine longueur d'onde. En tout cas, on balaye certaines franges de longueur d'onde qui font que, en fait, les structures élémentaires qui vont nanostructurer les composants potentiels vont être sous longueur d'onde. Ça ne se voit pas trop sur mon dessin là, mais en fait, la taille de la structure est sous la longueur d'onde d'intérêt. Et en fait, le fait de regarder la réaction des structures à la lumière dans ce domaine-là, c'est un domaine de la physique qui s'appelle la nanophotonique. Photonique pour photon. Maintenant, dans le cadre de l'exposé, je vais encore particulariser une chose, qui est le type de milieu. Et on va considérer qu'on regarde l'interaction, la propagation de la lumière dans des milieux qui sont métalliques. Donc finalement, quand on fait ça, on tombe dans un sous-domaine de la nanophotonique qui est en fait la nanoplasmonique. Et donc on a remplacé le vocabulaire photon par plasmon. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un plasmon, pourquoi on appelle ça nanoplasmonique. Alors pour comprendre ce que c'est un plasmon, il faut voir la structure d'un métal. Et typiquement, quand on va aller exciter un métal avec de la lumière, ce qui va se passer, c'est que tous les électrons libres du métal vont osciller collectivement en accord avec l'excitation électrique. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de phénomène de gaz d'électrons, de nuage d'électrons qui va osciller en fonction de l'excitation électrique qu'on amène grâce à la lumière. Et cette oscillation en fait, du gaz d'électrons va créer une onde qui s'appelle en fait une onde plasmonique ou un plasmon. Donc en fait, ces plasmons, ce sont des ondes. Et je vous en catégorise 3 ici, juste pour au moins avoir les idées un peu plus claires. Le premier type d'onde plasmonique auquel on peut penser, c'est les ondes de volume, qui sont ici.
Donc imaginez qu'en fait, ce qu'il y a le petit, c'est pas une sphère là, c'est on va dire un cylindre en fait infini, qu'on a un cylindre infini métallique ici, qu'à l'intérieur en fait vous avez la lumière qui se propage et qui rebondit sur les bords du domaine. C'est en fait une cavité et dedans vous avez de la lumière, une variation de la lumière qui se produit. Donc ça c'est les placements de volume. Et en fait, en réalité, ce n'est pas forcément les placements qu'on voit le plus dans les expériences physiques en nanoplasmonique. Ceux qui sont vraiment les placements d'intérêt, c'est ceux-là, les placements de surface, qui vont exister à une interface entre le métal et l'air, donc en fait entre le métal et un milieu qui est peu conducteur. Et cette oscillation des électrons va donc créer en fait une onde qui va se propager vraiment à l'interface du milieu. Donc ici, si vous imaginez que la structure est le petit triangle qui est là, que c'est un métal, c'est de l'or, de l'argent par exemple, vous allez réussir à faire propager une onde lumineuse le long de l'interface. Et cette onde lumineuse, elle a une caractéristique assez sympa, c'est qu'elle est très focalisée. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vraiment se focaliser à l'interface entre le métal et l'air. Et en plus, la lumière est potentiellement très intense. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez une structure qui est déjà nanométrique. Et en plus, vous allez focaliser la lumière à l'interface, très proche de l'interface. Donc, première chose. Dernier type de placement que je cite ici, et c'est un peu dans l'intérêt de l'exposé parce que j'y reviendrai à la fin, c'est ce qui s'appelle les gap placements ou placements de trous, qui sont en fait, on peut les comprendre un petit peu comme étant issus des surfaces placements. Donc imaginez que vous avez deux structures métalliques qui, l'une au-dessus de l'autre, créent un trou. Et en fait, il va se créer des placements de surface aux deux interfaces, donc à l'interface par exemple ici et l'interface juste en dessous. Et si le trou est suffisamment petit, c'est-à-dire que si les deux interfaces sont suffisamment proches, ce qui se passe, c'est que les placements de surface vont commencer à se voir, se coupler et créer potentiellement une nouvelle entité qui est en fait un placement de trou ou un gap placement qui va lui osciller sous la structure. Et typiquement, ce qu'on observe dans les expériences, du coup, c'est que si on imagine qu'on illumine la structure, mettons par le haut, si on est dans de bonnes conditions, ce qui se passe, c'est que la lumière, elle est juste absorbée sous la structure qui est là. Donc, vous avez une espèce d'absorption de la lumière et elle est mangée sous le cube, elle est cachée sous le cube. Donc, toute cette nanoplasmonique, en fait, elle est très dynamique parce qu'en fait, ce que j'expliquais là, on voit assez vite qu'en fait, ce qu'on est capable de faire, c'est qu'on est capable de faire de l'imagerie sous longueur d'onde. On est capable de focaliser un champ sous la longueur d'onde avec des champs qui sont potentiellement très intenses. Alors, très intenses au sens que j'absorbe énormément ou j'émets énormément. Et tout ça, c'est bien sûr lié à des phénomènes qui sont très résonnants. En termes d'application, alors j'en cite pas beaucoup, il y a pas mal de choses. On peut penser à des guides d'ondes optiques, à des nano-antennes, nano-lasers, et un point qui est des applications en biosensing que je mentionnerai aussi à la fin de l'exposé. Juste pour une illustration, vous voyez ici en fait un exemple, donc on a l'échelle, là, 500 nanomètres ici, de ce qui a pu être généré. Alors c'était en 2012, hein, donc ça date déjà. Ce que les physiciens sont capables de faire en termes de génération, là c'était des nanocubes qui sont en fait, c'est pas tout à fait vrai, mais qui sont jetés sur une surface métallique et qui créent en fait des structures à gap placement, c'est-à-dire qu'il y a un trou au milieu, et puis quand on illumine, en fait, ce composant nanostructuré va aller absorber la lumière sous les cubes. Est-ce que c'est la même outil qui est à la base de technologie pour graver les puces où ils envoient des lasers sur des teintes? Alors, il peut y avoir effectivement, grâce aux nanolaser, en fait, des technologies. Ils vont potentiellement utiliser les nanolasers pour graver, mais en tant que tel, c'est pas ces choses-là, c'est pas utilisé, enfin, c'est pas obtenu avec du gravage. C'est pas forcément des masques, c'est des synthèses chimiques qui sont faites. Maintenant, si on a des nanolasers, etc., on peut potentiellement utiliser ça pour faire des gravages, mais c'est de la gravure. Donc là, c'est chimique, potentiellement. Donc maintenant pour l'exposé, donc je vais brosser rapidement en fait le contexte physique pour l'exposé, et je vais passer avec vous au travers de pas mal de strates au travers desquelles on est passé quand on a commencé à regarder ces modèles-là, c'était il y a presque 10 ans. Donc c'est assez bateau hein, comme plan, c'est que je vais commencer forcément par me demander quel genre de modèle je vais utiliser. Dans l'équipe, on est des matheux appliqués qui ont envie de faire du numérique et de contribuer peut-être potentiellement à la physique, donc on va aller à partir des modèles, essayer de développer un cadre numérique qui soit adapté pour aller pouvoir attaquer des problèmes concrets. Je vous parlerai un petit peu du logiciel qui a été développé, puis je focaliserai en tout dernier sur un exemple d'étude. Donc, je vais essayer de passer avec vous au travers des strates
Je vais pas forcément être je vais pas aller forcément dans le gras des détails des choses juste pour vous donner l'idée globale de ce qu'on a fait au cours des années. Donc, pour ce qui est des modèles, on veut décrire la propagation de la lumière, des ondes électromagnétiques. Donc, pour nous, le cadre favorable, c'est les équations de Maxwell qui vont décrire donc, le champ électrique et le champ magnétique. Et donc, typiquement, c'est une EDP, d'évolution espace-temps avec un rotationnel dans les équations, et des paramètres physiques qui sont la permittivité électrique et la perméabilité magnétique. Donc, si je me place dans un milieu sous des hypothèses de linéarité du milieu, etc., vraiment un milieu très gentil, dit électrique, avec des paramètres physiques qui sont constants, epsilon et mu, en fait, ce qui se passe, c'est on sait comment ça se passe, la lumière se propage avec une vitesse qui est donnée par 1 sur racine de epsilon mu. Si maintenant j'ai envie de décrire ce qui se passe là dans les métaux, et quand on est aux échelles nanométriques avec de l'illumination de type lumière, il y a des effets qu'on néglige usuellement dans les diélectriques qu'on ne peut plus négliger là, et c'est notamment dû au plasmon. En fait, on veut décrire ce phénomène plasmonique, et pour décrire ça, il faut aller un petit peu plus loin dans la modélisation. Donc on reste finalement en fait avec les équations de Maxwell, mais on va ajouter un petit truc en plus, et le petit truc en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était qu'il y avait ce nuage d'électrons là qui est aussi en accord avec l'excitation électrique, et en fait ce qui se passe, c'est que le nuage d'électrons, il ne réagit pas instantanément à l'excitation. Il y a un petit délai de réponse. Et ce petit délai de réponse va introduire finalement ce qu'on appelle un courant de polarisation, qui est le temps que tout se mette aligné, on pourrait dire ça comme ça, qui va en fait rentrer en jeu dans les équations de Maxwell. Autrement dit, c'est une autre façon d'expliquer les choses que ce retard de réponse, c'est en fait un aspect non local en temps, c'est-à-dire qu'il y a une non-localité en temps de réponse qui est en fait, dans un autre point de vue, de la dispersion. Et cette dispersion, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit juste qu'en fait, une longueur d'onde donnée va se propager à une vitesse donnée, une autre longueur d'onde à une autre vitesse. C'est-à-dire que la vitesse de propagation de l'onde dépend de la longueur d'onde qu'on envoie. C'est-à-dire si j'envoie du bleu, ça se propage à une vitesse, si j'envoie du rouge, à une autre vitesse, ce qui est différent des diélectriques. Donc cette dispersion, elle doit être encodée quelque part. Et alors là, c'est le point de vue que j'adopte pour l'exposer, mais on encode cette dispersion dans un courant de polarisation. Et puis après, ce courant de polarisation, ce n'est pas quelque chose qui est donné a priori, c'est quelque chose qui va être justement, qui va influencer le champ électrique, mais lui-même va être influencé par le champ électrique. Donc en fait, c'est un couplage et c'est des équations qu'on doit donner pour le courant de polarisation. Donc tout le jeu après, pour compléter le modèle, c'est de trouver des modèles pour le courant de polarisation. Alors, quand on a commencé il y a quelques temps sur ces choses-là, on n'a rien inventé en termes de modèles, on a juste utilisé des modèles qui existent déjà. Tout au plus, on les remet un peu au bout du jour parce que ces modèles, il y a beaucoup de modèles qui existaient il y a pas mal de temps, sauf qu'ils n'étaient pas forcément utilisés parce qu'on n'avait pas l'expérimental pour aller aux échelles telles que les effets qui étaient négligés ou pas négligés étaient importants. C'est-à-dire qu'il y avait des modèles qui ne servaient pas parce qu'on n'allait pas l'expérimental, n'allait pas à la nanostructuration qu'on est capable de faire maintenant. Donc le premier modèle qui est vraiment le plus utilisé et qui marche très très bien dans pas mal de configurations, c'est le modèle de Drude, donc il date des années 1900. Ce modèle de Drude, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement qu'en fait, le nuage d'électrons va créer donc ce courant de polarisation sous excitation électrique, et son évolution temporelle est régie par une EDO qui fait intervenir le champ électrique et un terme qui est un terme de dissipation. Donc c'est tout simplement le modèle de Drude, si on le regarde, c'est les équations de Maxwell couplées linéairement à une EDO. Assez vite, le modèle a été complété pour prendre en compte le fait que, en fait, le modèle de Drude décrit surtout des électrons qui sont libres, donc qui peuvent se détacher du noyau. Si on veut prendre en compte des électrons aussi liés du métal, en fait, il faudra ajouter une force de rappel pour rappeler l'électron au noyau. Et ça, c'est ce qui s'appelle le modèle de Lorentz ou Drude-Lorentz. Donc, ce modèle de Lorentz, en fait, rajoute un terme qui est ici donné par un vecteur de polarisation. Le vecteur de polarisation, c'est juste l'intégrale en temps de l'opposé du courant de polarisation. Et en fait, c'est un modèle d'oscillateur, si on regarde. Ce qui est là, c'est juste une EDO, et c'est juste un petit modèle d'oscillateur qui est couplé aux équations de Maxwell. Donc ça, c'est le deuxième modèle aussi très utilisé, qui marche très bien. Et donc, on a en fait des visions pour les électrons libres et les électrons liés qui peuvent se combiner. Et on peut aller encore un cran plus loin sur un modèle qui s'appelle le modèle hydrodynamique de Drude. Alors, pourquoi il s'appelle hydrodynamique? Parce qu'en fait, tout de même les modèles, surtout le premier que je vous montre sur Drude,
il est fortement lié au fait qu'on décrit un gaz d'électrons et qu'on peut s'appuyer potentiellement sur une théorie hydrodynamique, quitte à la linéariser, faire des approximations linéaires pour obtenir quelque chose qui est plus tractable et aussi surtout linéaire en fait. Et quand on part de l'approximation hydrodynamique qu'on linéarise, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que assez naturellement, il y a un terme de pression qui est censé intervenir entre les électrons. C'est-à-dire que si les électrons sont squeezés dans un volume très petit, en fait, ils commencent à se voir et se repousser. Et ça, c'est typiquement une espèce de pression, ils appellent ça la pression quantique, qui est cachée, et qui en fait se rajoute dans les équations, et ça se rajoute en un terme différentiel cette fois-ci, simplement parce que ça encode aussi quelque part de la non-localité en espace. Donc ce qu'on est venu rajouter au modèle qui avait de la non-localité en temps, donc ce retard de réponse en temps, on rajoute aussi le fait que les électrons se voient et qu'en fait même l'électron, la réaction de l'électron dépend en fait du champ électrique tout autour de lui. Et le fait de faire ça, ça fait que dans la modélisation, ce qui apparaît, c'est un terme différentiel avec une charge de polarisation qui elle-même, il y a une équation de la charge qui est cachée, est régie en fonction du courant de polarisation. Donc ça change quand même un petit peu le point de vue parce que on est passé d'un système où on couplait une EDP avec une EDO, deux EDO, à on couple une EDP à une EDP. C'est quand même une autre crèmerie, entre guillemets, sauf que en fait, c'est vachement bien. Pourquoi? Pour nous, parce que ça, c'est une EDP hyperbolique, et ça, en fait, c'est aussi une EDP hyperbolique. C'est-à-dire, si vous regardez la nature de cette EDP-là, on voit qu'en fait, on a une EDP hyperbolique, et on connaît la vitesse de propagation, c'est le paramètre bêta que j'ai mis ici. Donc, on reste quand même dans un cadre, si on regarde ça avec l'œil du matheux, dans un cadre EDP linéaire, relativement sous contrôle, même s'il ne faut pas y faire attention. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, je vous présente juste 3 exemples de types de modélisation qu'on peut avoir. Mais en fait, si on veut raffiner les modèles à loisir, on va avoir ce mécanisme de se dire comment je décris la polarisation. Et l'idée, en fait, qui est cachée derrière pour essayer de raffiner les modèles pour vraiment fitter à ce qui peut se passer dans les expériences, c'est de rajouter des courants de polarisation, plein de types de polarisation différentes. Donc, on va se dire, moi, je vais en mettre autant que je veux. Celle-là, elle sera avec Drude, celle-là, elle sera avec Drude-Lorentz, celle-là, ce sera plutôt un courant hydrodynamique. Et en fait, je vais faire des combinaisons de tout ça pour aller justement affiner mon modèle pour coller au mieux à l'expérience potentielle. Ce qui veut dire que si là aussi on prend de la distance et on regarde ce que c'est, ben, finalement pour nous, quand on regarde avec l'œil matheux, ben, en fait on voit une EDP couplée à une EDO ou une EDP de même nature en plus puisque c'est hyperbolique. Alors voilà pour le modèle. Je vais me concentrer maintenant sur la partie que j'appelle étude académique. C'est pour le mettre en regard de ce qu'on essaie de faire maintenant qui est plus vers l'interdisciplinarité. Donc, études académiques, au sens, j'ai un modèle d'EDP, est-ce que, pardon, oui. Pendant la somme, il n'y a pas un risque qu'on tombe dans l'overfitting? Alors, ça, c'est tout le problème de ce dont je ne vous parle pas là, c'est où est-ce que je m'arrête? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je sais bien décrire un modèle? Et en fait, ce qui est caché derrière, ce que je ne montre pas là, dans le point de vue que j'adopte là, c'est qu'en fait, ce qu'on approche, c'est une permittivité qui dépend de la fréquence. Puisqu'on a cette vitesse qui dépend de la fréquence, on a vu chaque longueur d'onde se propage à une vitesse différente. En fait, ce qu'on a comme données physiques, c'est des permittivités. Ils ont fait de la télé, ils ont mesuré les permittivités électriques, en fait, et ils ont des tables de permittivité en fréquence. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fit à ces permittivités. Donc, quelque part, à un moment, on va s'arrêter, justement, effectivement, on va quand même pas mettre, ça sert à rien d'en mettre de trop, et puis des fois, ça sert à rien d'aller faire un modèle hydrodynamique pour rien. Donc, on va avoir des tables de permittivité en fréquence, et puis on va fitter nos paramètres, parce que ce qui est caché là, c'est qu'à chaque fois, il y a des paramètres dans les modèles, il faut bien les fixer à un moment à quelque chose. Donc, soit on sait ce qui se passe pour l'or, soit on sait ce qui se passe pour l'argent, et ça va dépendre de vraiment, en fait, de données physiques auxquelles on fit, qui nous guident un petit peu là-dedans, en fait. Mais c'est une question de, ouais, où est-ce que je m'arrête, est-ce que c'est suffisamment précis, etc. C'est un choix de modèle à faire, quoi. Donc, sur ces modèles-là, assez naturellement, au début, on commence à se poser des questions, enfin, on reste un peu matheux appliqué, donc on a envie de savoir déjà s'il y a un cadre propre pour dire que c'est bien posé, c'est-à-dire est-ce qu'il y a existence et unicité des solutions, est-ce qu'on arrive à faire des choses. Et comme je vous le disais, c'est des EDP linéaires, enfin, soit c'est Maxwell qu'on connaît, on se connaît pas mal de choses sur les équations de Maxwell qu'on couple à des EDO, c'est un cadre relativement favorable, et si on rajoute l'EDP, ça reste une EDP hyperbolique linéaire, donc on arrive à faire des choses, il faut travailler, mais on arrive à faire des choses. Et en fait, ce qui se passe à la fois pour l'aspect théorique bien posé, ou ce que je vais vous raconter après au niveau numérique, un des fils directeurs pour moi, là, c'est aussi l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une énergie physique qui guide l'approche, parce qu'en fait, l'énergie de ce système-là, elle est
La nature est bien faite, l'énergie décroît. Alors, bien sûr, elle décroît s'il y a des bonnes conditions de bord et si j'injecte pas de l'énergie dedans. Dans un cadre standard, l'énergie juste décroît, ce qui me donne en fait un principe d'énergie. Donc, vous voyez la tête de l'énergie qui est là, hein, avec toutes les polarisations potentielles. C'est de naturel 2 hein, en termes d'énergie, L2 à poids, quoi. Et j'ai un principe d'énergie qui me dit que le système physique va faire décroître son énergie. Et ça, si je bascule ça sur un vocabulaire EDP et sur tout semi-groupe, ça m'aide beaucoup à prouver dans un cadre standard qu'il y a existence unicité de solution. Je vais transformer cet EDP-là en un DTU égale L2U, avec elle un opérateur non borné. Alors cet opérateur non borné, le A, va contenir l'opérateur Maxwell plus des opérateurs bornés qui sont des opérateurs d'interaction et de dissipation. L'opérateur d'interaction, il ne va pas contribuer en termes d'énergie et l'opérateur de dissipation va dissiper de l'énergie. Et si ça dissipe bien l'énergie, c'est très favorable pour nous pour montrer que l'opérateur est dissipatif et faire appel à la théorie des semi-groupes et travailler dessus pour avoir un cadre propre. Donc on se met dans un cadre hilbertien avec un opérateur et son domaine. Et en fait, tout ce qu'on traduit, c'est le fait que l'énergie, en fait, ça reste la norme du produit scalaire de l'inconnu, avec des propriétés sur les opérateurs, il est hyperbolique, et ce que je disais, l'énergie est dissipée. Et donc le principe d'énergie, en fait, est très fortement relié au fait que l'opérateur est dissipatif. Donc pour les études de caractère bien posé, ça se fait relativement bien. Encore une fois, bien sûr, il faut travailler dessus, mais en fait, les outils existent. On n'est pas en train d'inventer des nouveaux outils, on les utilise et on les adapte. Donc on montre que l'opérateur est maximal dissipatif. On peut même aller un peu plus loin pour avoir des résultats de stabilité et même de décroissance d'énergie. Et alors, il y a pas mal de gens qui ont contribué dans ce domaine-là. Hein. Il y a Serge Niquez qui a commencé déjà en 2012, et je cite pas mal de gens qui ont contribué. Alors, forcément, les gens n'ont pas commencé tout de suite avec le modèle généralisé que je vous ai montré, où on somme toutes les polarisations. Commencé par les EDO, on a rajouté, on a découvert un peu les modèles, redécouvert un peu les modèles au fur et à mesure, et ça s'enrichit au fur et à mesure. Et donc, les travaux qu'on a effectués avec Serge, tous les deux, c'était plutôt sur la partie modèle hydrodynamique. Donc voilà, donc on a un cadre au moins qui est un cadre propre. C'est pas forcément le cadre plus général du monde, c'est pas le truc qui va aller chercher des singularités ou quoi, c'est un cadre propre qui dit au moins il y a existence unicité. Donc à partir de là, pour ma part, je me suis arrêtée là dans cet aspect prouver que le problème est bien posé pour aller chercher un peu plus à développer les méthodes numériques. Et donc l'intérêt, si on va les contribuer un petit peu dans ce domaine physique, c'est effectivement d'avoir une façon d'approcher le système de façon numérique. Et nous, ce qu'on fait, typiquement, c'est une EDP d'évolution espace-temps. On va faire ce qui s'appelle la méthode des lignes. Basiquement, je commence par discrétiser en espace et ensuite je vais aller intégrer en temps avec des schémas d'intégration en temps. Donc, c'est la méthode je vais juste balayer ça en 2-3 slides, vous montrer ce qu'on a fait, en espace. Donc, pour la partie semi-discrétisation, donc je considère que le temps est toujours continu, mais je vais discrétiser en espace. Quand on regarde ce que les gens ont fait à l'époque où on a commencé, donc c'était il y a pas mal de temps, il y avait surtout la communauté physique qui utilise ces modèles, regarde surtout des méthodes de type différence finie. Pourquoi ils regardent ça? Parce que ça marche super bien. Si on a un cadre qui est très cartésien, que le truc n'est pas trop complexe, ça marche vraiment bien, c'est très efficace. Alors après, il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, mais c'est vraiment des méthodes qui marchent bien. Par contre, quand on commence à aller avoir des formes très... alors, presque une sphère, en fait, même avec des différences finies ou des formes un peu compliquées, en fait, les différences finies rament un peu, et puis il faut travailler, puis on perd un peu l'intérêt du coup des différences finies dans ces cadres-là. Il y avait quelques personnes qui regardaient un petit peu les éléments finis et les volumes finis, mais c'était plus dans un cadre fréquentiel aussi, qui n'est pas le cadre qu'on regarde ici, on regarde vraiment l'évolution en temps. Et pour nous, on est allé se tourner vers des méthodes de type Galerkin discontinu, qui sont des méthodes d'éléments finis discontinus, aussi parce que notre historique faisait qu'à l'époque, quand on a commencé, on avait un savoir-faire là-dessus aussi. Ce n'était pas complètement de rien. Et qu'en fait, il n'y a pas grand monde à l'époque qui avait regardé ça. Ce n'est pas forcément une raison pour faire GD, mais il y en a d'autres. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu ce que c'est le principe de ces méthodes Galerkin discontinues, qui est vraiment en fait, le cadre numérique qu'on a utilisé. Donc, je le disais, c'est des méthodes d'éléments finis qui sont discontinues, qui sont non conformes. On dit discontinues, mais en fait, c'est surtout non conforme. Et comment on peut voir ça comme non-conformité? Ce qu'on fait quand on fait des méthodes d'éléments finis, on va prendre les inconnus et on les approche dans un espace de dimension finie. Cet espace de dimension finie, dans le cadre des méthodes Galerkin discontinues, en fait, c'est un espace de dimension finie qui est dans L2, heureusement. Mais par contre, il n'est pas dans le domaine de l'opérateur.
C'est-à-dire qu'en fait, on a cassé la régularité éventuelle qu'on avait sur les inconnus. Alors, ça offre du coup potentiellement une flexibilité dans ce qu'on peut faire, mais ça se paye à un moment. Et donc, si je précise un petit peu ce qu'on a fait comme type de méthode Galerkin discontinue, parce qu'on va en faire pas mal là-dedans, nous, on est parti sur en fait, les plus naturels qui sont des bases nodales, c'est-à-dire que j'utilise des polynômes de Lagrange pour interpoler une fonction. Et en fait, on le fait de façon par morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, comment on va construire l'espace d'éléments finis? L'espace d'éléments finis se construit à partir de la géométrie. On a la géométrie. Sur la géométrie, on va calquer un maillage simplicial, un maillage, chez nous, c'est plutôt des tétraèdres. Et sur ces tétraèdres, sur chaque tétraèdre, on va approcher la fonction par un polynôme d'un certain degré. Mais chaque tétraèdre vit sa vie tout seul, pour le moment. D'accord? On l'approche tout seul. C'est là où on fait du non conforme. Sur chaque tétraèdre, on a une approximation polynomiale. Maintenant, pour essayer de récupérer quand même des choses qui sont concrètement plus que, ça ne sera pas plus que L2, mais en tout cas pour récupérer, on va dire, de la communication entre les éléments, on rajoute une notion de flux. Alors pour les gens qui font des volumes finis, c'est très très volume fini comme notion, d'accord ? Et donc, on a besoin de rajouter des flux aux interfaces. Donc, si j'ai vraiment deux éléments du maillage, ben, je vais avoir besoin de donner une espèce de définition de ce qui se passe à l'interface pour en fait reconnecter les éléments. Donc ensuite, l'étape naturelle dans le point de vue qu'on adopte, c'est un point de vue variationnel. Donc en fait, on écrit une formulation variationnelle discrète, c'est-à-dire que tout ce qui se faisait en continu, on le limite au niveau discret. Donc on écrit vraiment une formulation variationnelle dans l'espace qui est de dimension finie, hein, c'est vachement plus sympa, qui s'écrit de façon très similaire au niveau continu. On retrouve ici un opérateur LH. Le H, c'est juste le paramètre de discrétisation qui est en fait lié à la taille des éléments du maillage. Et cet opérateur LH, il est très proche d'être l'opérateur L qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'en fait, il y a un petit effet Galerkin discontinu qui se voit dans ce terme-là, qui est un terme qui existe sur l'interface. C'est-à-dire parce que j'ai tout cassé et qu'il faut que je recolle, je paye parce qu'il faut que j'ai des termes qui apparaissent sur le bord. D'accord ? Donc là où on paye le fait qu'il y a Galerkin discontinu, c'est dans ce terme-là, quelque part. Mais par contre, ça marche plutôt bien. Et on arrive en fait à avoir des principes d'énergie discrets, c'est-à-dire qu'on essaie vraiment toujours d'imiter ce qui se passe au niveau continu, en tout cas regarder si ce qui se passe au niveau continu peut être préservé. Et en fait, on a un principe d'énergie discret, mais aussi on a un principe d'énergie continue, mais en fait, on retrouve un principe d'énergie semi-discret. Donc, on va définir un analogue de l'énergie au niveau discret, et ce qu'on obtient, c'est que suivant le flux qu'on utilise, eh bien, on va casser ou pas le principe d'énergie. Donc, si j'utilise ce qui s'appelle des flux centrés, c'est-à-dire qu'en fait, pour l'interface, je vais faire juste la moyenne entre les valeurs de deux éléments, et bien, en fait, je ne casse pas le principe d'énergie qui existait déjà au niveau continu. Donc, je préserve le principe d'énergie continue, on va dire ça comme ça, même si ça reste, il y a du H quand même, c'est discret. Si maintenant, je vais chercher une autre notion de flux, qui est en fait une notion de flux qui s'appelle upwind ou décentré, qui prend vraiment en compte le fait qu'il y a un phénomène de propagation, c'est très volume fini aussi ça, et bien en fait là, par contre, j'introduis un autre terme qui fait intervenir, en fait ça c'est des sauts aux interfaces, donc il va prendre en compte le fait que l'inconnu saute entre deux interfaces. Par contre, ce terme, il est très sympa, pourquoi? Parce qu'il est négatif. Donc en fait, le principe d'énergie n'est pas préservé, on a cassé le principe d'énergie, mais par contre, on a ajouté de la dissipation numérique. Et ça, on aime plutôt bien. Enfin, il ne faut pas trop dissiper non plus, mais on a quand même quelque chose qui, on va dire, donne de la stabilité. Et c'est ça qui nous donne en fait de la stabilité. Ouais. Et est-ce que vous arrivez parfois à lui donner un sens physique, comme dans le cas d'advection en 1D, on dit que upwind 1, c'est comme si on rajoutait un Laplacien qui dépend de la vitesse, avec la position de la vitesse. Vous arrivez à lui donner une interprétation physique Alors, il peut y avoir des interprétations de termes, parce qu'il y a des gens, non, c'est pas ce qu'on fait là, mais il y a des gens qui ajoutent des termes de pénalisation qui sont vus effectivement comme une espèce de vitesse numérique. C'est un peu caché. Enfin, là, je vous ai mis, j'ai pas mis, mais il y a un espèce de petit coefficient qui est devant là. On peut potentiellement réinterpréter ça, même si c'est plus facile de l'interpréter en 1D, effectivement, parce qu'on voit une vitesse numérique, mais c'est de la dispersion, de la dissipation, quoi. Et puis, là, on voit plutôt la dissipation qu'on ajoute. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, je n'ai pas forcément l'interprétation. Mais effectivement, on change la vitesse, quoi. Il y a une notion de vitesse qui a été numérique, en fait, qui a changé. Donc, en fait, on a un principe d'énergie qui est semi-discret, suivant comment on voit les choses. Et en fait, là aussi, pour nous, comme ça nous a ouvert la route sur la partie bien posée, sur la partie stabilité semi-discrète, en fait, le fait que l'énergie soit décroissante, en fait, on arrive à prouver que le schéma est stable.
et le schéma est convergent. Donc c'est vraiment ce que moi je qualifie de l'analyse de convergence a priori relativement standard. Il faut la faire, hein, ça prend du temps, mais ça reste là aussi des outils qui sont connus. On ne développe pas forcément des choses nouvelles, on les adapte pour aller rentrer dans ce cadre qui est quand même relativement favorable. Et donc on a développé un peu ces principes de stabilité semi-discrète. Et l'étape d'après, donc tu sais, il faut discrétiser en espace, il faut discrétiser en temps aussi. Et pour à la partie schéma en temps, donc historiquement, on a commencé avec des schémas de type saute-mouton parce qu'ils se prêtent très bien aux équations de Maxwell, mais on est assez vite passé à des méthodes de type Runge-Kutta tout en restant avec des schémas explicites. Donc le choix qu'on fait, c'est d'intégrer explicitement en temps. Donc on va payer un moment avec une condition de stabilité de type CFL. Le pas de temps est lié au pas d'espace. Et finalement, on a quelques packages espace et temps qui marchent bien, qui sont soit on laisse avec des flux centrés et des schémas type leapfrog, soit on va aller chercher des flux upwind, donc décentrés et des schémas de type Runge-Kutta. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, si je donne l'exemple sur ce package-là, quand on fait les flux upwind, on rajoute de la dissipation numérique, et quand on fait du Runge-Kutta, on antidissipe. C'est-à-dire qu'un schéma de Runge-Kutta, une intégration en temps, il va rajouter des termes positifs dans un espèce de principe d'énergie discrète, ce qu'on n'aime pas trop. Il faut assez vite qu'on contrebalance ça pour pas avoir un truc qui est pas stable. Donc c'est pour ça que les packages marchent très bien. Et puis LF2, il le fait pas justement. Il laisse tout les très structure preserving en un sens propre. Donc les contributions là dans ce domaine-là, là c'est pareil. Je donne pas les trucs. Enfin, on a fait des trucs standards. On fait des courbes de convergence. On montre à quel ordre ça converge, etc. Avec dans des cadres vraiment que j'appelle académiques, au sens où c'est un carré ou un cube, et on montre que les choses convergent. Et on a ce qu'on va dire, on n'a pas de grosses surprises, c'est-à-dire qu'on a prouvé les choses, on s'attendait à ces choses-là, on les a prouvées, et ça marche plutôt bien. Donc ça finit la partie académique. Donc en fait, ça donne un cadre structurel pour aller potentiellement propre académique pour aller essayer d'attaquer des problèmes un peu plus concrets. Et l'histoire elle est vraiment pas finie parce qu'une fois qu'on en arrive là, si on décide de quitter le monde académique au sens carré et cube, c'est du travail. Et il a fallu travailler pas mal et ça prend pas mal de temps pour essayer d'avoir un logiciel qui soit capable de traiter des structures relativement compliquées. Donc, pas juste un milieu et basta. Et pour ça, on a eu pas mal de chance parce qu'on a pu se reposer non seulement sur des thèses et sur un support INRIA côté ingénieur. C'est-à-dire qu'on a réussi à garder certains thésards un petit peu en ingénieur pour permettre de développer un code qui, en 2016, peut-être 2018, était plutôt un code homemade, Fortran, etc. et de pousser jusqu'à quelque chose qui soit une suite logicielle maintenant. Donc pour faire ça, effectivement, il faut améliorer les choses. Il faut passer, déjà être 3D, c'est sûr. Paralléliser le code, alors ça c'est un peu le désavantage aussi. En 3D, de toute façon, les méthodes 3D en général, c'est coûteux, mais là en plus avec Galerkin discontinu, un des désavantages, c'est comme j'ai laissé cette flexibilité, en fait, je me suis augmenté la dimension de l'espace. Donc on paye plus cher. Donc on essaie de récupérer un petit peu en temps de calcul en parallélisant, parce que ça se prête très bien à la parallélisation, justement, parce que c'est très local, quelque part. On travaille un petit peu sur les maillages, on a travaillé sur l'approximation de la géométrie pour justement aller chercher des éléments qui sont curvilignes, pas juste faire des tétraèdres qui sont droits. Et puis, voilà, je vous passe les détails, mais faire des choses, exploiter, on va dire, la flexibilité d'une méthode GD un peu jusqu'au bout aussi. Et donc, à partir de là, quand on arrive avec finalement ces plots 3D, on était assez contents, c'était joli. Enfin, on voit qu'on arrive vraiment à accrocher les bonnes structures. Et puis, on va voir notre physicien préféré, on dit, oh, regarde, on a fait des super trucs et tout. Derrière le truc, il fait, bah ouais, moi je savais, enfin, en fait, nous aussi, mais je savais que ça allait chauffer là, enfin, que ça allait illuminer fort là. On le sait très bien, si on prend une structure type bowtie, si on lance de la lumière dessus, ce qui va se faire, c'est qu'il y a l'illumination au niveau des coins, et même le matheux, il le sait. Donc en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut. C'est-à-dire qu'on commence à prendre des portes où on se dit, c'est pas, ok, c'est très joli d'avoir un code qui fait des jolies courbes, des jolies représentations 3D, mais c'est un peu naïf, puisqu'en fait, c'est pas du tout ça que veut voir le physicien. Le physicien veut voir un truc comme ça, ou alors un truc comme ça. Ce qu'il veut voir, c'est une quantité d'intérêt. Et c'est une quantité d'intérêt, en fait, c'est une courbe 1D qui va mesurer à quel point la structure réfléchit la lumière, à quel point elle la transmet, ou plein de trucs différents suivant ce qui les intéresse. Et donc, typiquement, si on regarde ici, ça c'est ce qui s'appelle la réflectance. Donc, ça va mesurer à quel point une structure réfléchit la lumière, et elle va être mesurée en fonction de la longueur d'onde.
Donc, ce qui est intéressant pour le physicien et ce qui est le langage d'interaction, ça c'est toute la difficulté quand on a commencé à essayer de vouloir vraiment contribuer dans le domaine, c'est qu'il faut avoir le bon dictionnaire. Il faut se comprendre, il faut réussir à savoir de quoi on parle et quel est l'intérêt pour eux de nous avoir en tant que numériciens. Donc, il a fallu travailler aussi. Alors, là, je fais comme si tout était arrivé en même temps, mais bien sûr, c'est tout un processus qui prend un peu de temps pour converger jusqu'à ce genre de choses. Hein, mais il a fallu travailler sur tout ce qui est aspect post-processing, forcément, enfin, post-traiter la solution et le calcul de quantité d'intérêt et d'adapter en fait la quantité d'intérêt à chaque fois au problème qu'on a. Une fois qu'on a ça, c'est bien sûr pas fini parce que on se rend compte assez vite qu'en fait, avoir un solver qu'on appelle direct, c'est-à-dire d'avoir les paramètres, trouver la solution, faire la quantité d'intérêt, ça suffit pas parce que beaucoup de problématiques en nanoplasmonique et même ailleurs, c'est des problématiques d'optimisation. Comment je peux optimiser ma structure pour quel est le meilleur effet optique? Et ben, du coup, ça veut dire que nous, il faut qu'on attaque des problèmes d'optimisation. Et là, ben, on se casse aussi potentiellement le nez parce que si une méthode DG est chère, déjà comme ça, elle est chère. Si je la mets dans une routine d'optimisation, elle est encore plus chère. Ce qui nous emmène aussi au dernier point qui est plus récent dans l'équipe, mais qui est des stratégies de, justement, pour réduire un petit peu le coût, d'avoir des stratégies qui ne sont plus haute fidélité, mais basse fidélité en utilisant des techniques de modèles d'ordre réduit. Donc, à partir de tout ça, on commence à avoir en fait un code, suite logicielle, on va dire, qui est utilisable et qui, en fait, maintenant, au fur et à mesure des années, elle est devenue vraiment le cœur, un peu le noyau qui nous rassemble un peu tous aussi dans l'équipe et qu'on utilise quasiment tous, toujours avec un truc essentiel qui est un support d'ingénieur pour maintenir le code, parce que la maintenance du code, avoir un code, mais si on ne le maintient pas, ou si on ne le fait pas vivre, ça sert pas forcément, ça sert à un moment, puis après, ça disparaît. Donc, il y a un gros travail d'ingénieur derrière aussi pour arriver jusque-là et arriver à une suite qui, en fait, est une suite logicielle qui peut être même utilisée potentiellement par les physiciens à côté. Donc maintenant, elle a pas mal on va dire de blocs différents. On est parti du petit bloc qui était là, en fait, au tout début d'une des premières thèses. Et puis après, ça s'est agrandi pour ajouter des routines d'inverse-design, d'optimisation, etc. Et donc ça, c'est vraiment le harpon pour nous vers les collaborations interdisciplinaires. C'est-à-dire pour pouvoir arriver à interagir avec la communauté physique, c'est vraiment avec ça qu'on y arrive quelque part. Alors qu'on y arrive, oui et non, parce qu'en fait, on peut avoir le harpon, mais après, il faut qu'on fasse nos preuves. On prouve qu'en fait, on est capable de faire des choses qu'ils ne savent pas déjà faire. Et c'est pas non, on ne cherche pas à refaire ce qu'ils savent déjà très bien faire. C'est pas la peine. On va pas arriver avec notre méthode GD qui est chère pour aller battre une méthode de différence finie sur un maillage cartésien. Ça n'a aucun intérêt pour nous. C'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, justement, c'est avoir un intérêt pour eux et potentiellement les aider dans des types de méthodes qui ne marchent pas ou des types de configurations qui ne marchent pas pour eux. Donc, typiquement, si c'est des différences finies, des trucs qui ne sont pas cartésiens ou qui ont des petits problèmes, et dans la communauté, ils marchent beaucoup en fréquentiel, c'est-à-dire qu'ils regardent tout en longueur d'onde, et ils ont aussi des méthodes semi-analytiques, mais qui, pareil, vont très bien marcher quand c'est des structures en couches. On va regarder comment la lumière se propage au travers des couches avec des matrices d'Os-transfert, ça marche super bien, ça va très vite. Maintenant, si on casse un petit peu la structure de couche, ça devient une autre histoire. Donc, en fait, ce dont on a besoin, et ce qui prend du temps aussi, c'est de trouver où est-ce qu'il y a un besoin. Où est-ce qu'on peut aider à quelque chose en dehors d'un logiciel commercial, en dehors de tout ce qui existe déjà. Et je vais finir du coup l'exposé par justement un exemple que je trouve un peu emblématique de tout ça, de toute l'historique de votre travail là-dedans, qui va nous ramener à ce que je vous ai donné au début, qui était en fait la structure de placement de trous. Donc si vous vous souvenez, au tout début, je vous ai donné 3 types de placements. Il y avait les surfaces placements et les gaps placements qui sont, pardon, on va jouer avec ça, qui sont ces placements qui existent en fait quand il y a un trou entre deux structures métalliques. Et ce que je disais, c'est que si dans les bonnes configurations, si on illumine par le haut cube, toute la lumière, elle est piégée sous le cube. Et en fait, rien que ce petit élément, cette petite structure nanophotonique élémentaire, elle est assez essentielle rien que pour comprendre la physique du gap placement. C'est-à-dire que cette espèce d'entité-là, des fois, on a du mal à savoir la décrire exactement ce que c'est exactement. Pour la comprendre, cette structure-là, elle est vraiment très pratique. Et en fait, on y est venu déjà dès le début de la première thèse, parce qu'on a commencé à interagir historiquement avec Antoine Moreau, qui est un professeur de physique à l'Institut Pascal à Clermont-Ferrand, qui en fait, quelque part pour moi, c'est grâce à lui que j'ai pu commencer à avoir ce dictionnaire, c'est-à-dire réussir à comprendre ce qu'on veut
avec quel langage? Un langage qui, des fois, on dit la même chose, mais pas avec le même mot. Et c'est parce que Antoine Morand a réussi à trouver ce langage, à vulgariser, et que nous aussi, potentiellement, on a vulgarisé, que l'approche s'est faite, et qu'en fait, on a commencé à bosser ensemble peut-être en 2016, et c'est que depuis 2 ans qu'on est dans une ANR ensemble qui est interdisciplinaire. Donc ça a pris un sacré paquet de temps avant qu'on formalise les choses et qu'on arrive vraiment à, finalement, je pourrais dire, vraiment collaborer. Et donc, c'est grâce à lui qu'on est venu à cette structure, hein, c'est lui qui a l'initiative de ça. Et on a commencé donc à regarder un peu le type de structure et se dire, ben, si je regarde ça, je peux faire une méthode de différence finie, hein, ça m'a l'air très carré, tout ce truc-là. Voilà. Bon, après, c'est 3D, il faut quand même s'imaginer que c'est un truc 3D, potentiellement, et qu'en fait, c'est plus compliqué que ça. Donc, imaginez-vous pour le moment qu'en fait, les composants qu'on pourrait regarder, c'est des composants qui sont nanostructurés avec un truc comme ça, et qui, pour le moment, imaginons qu'il y a des conditions périodiques partout. Donc, je fais un réseau de trucs comme ça. Le point essentiel ici, c'est qu'en fait, ce qui se passe, pourquoi nous, on a potentiellement une contribution à apporter, c'est que quand ils synthétisent des nanocubes, comme je vous ai montré un peu au début, en fait, ce qui se passe, c'est que le coin, il est jamais droit, c'est un coin arrondi. Et ça joue quand même dans les réactions optiques de ce qui peut se passer. Et potentiellement, il y a une couche au-dessus, il y a en bas, ça c'est super fin en fait. Et puis bon, donc on va commencer à avoir des degrés de complexité tels qu'en fait, les méthodes usuelles qu'ils utilisent se cassent la figure, ils n'y arrivent plus. Et donc, la première chose qu'on a faite, nous, au début, quand il nous a présenté la structure, on s'est dit, on a un code 3D, on parle de gap placement, on a envie de le voir. C'est quoi un gap placement? Comment je fais pour le voir? Et nous, comme on se dit, comment je vais voir un gap placement? Qu'est-ce que je fais? Je fais une simu, puis je regarde si je vois de la lumière qui est pigée sous le cube. Donc, on a fait des simus 3D dans des configurations précises. Et puis, effectivement, ce qu'on voit, c'est juste une illustration. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a bien de la lumière qui est piégée, en fait, sous le cube. Mais là aussi, c'est très naïf de notre part, parce qu'en fait, pour nous, oui, ça nous rassure, on a vu un gap placement. Mais en fait, ce n'est pas du tout ce que le physicien appelle un gap placement. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'il veut voir. Ce qu'il veut voir, là aussi, encore une fois, ce n'est pas vraiment une jolie plot 3D, même si en fait, ça donne des informations. Je suis un peu caricaturale quand je dis ça. On donne quand même des infos avec un plot 3D, mais on va aller plus loin. On veut quantitativement savoir ce qui se passe. Et qu'est-ce que c'est un gap placement? Finalement, c'est plutôt la signature d'un gap placement dans une réponse fréquentielle. C'est-à-dire, je vais regarder dans un spectre de réflectance comment la lumière est réfléchie et je vais trouver le gap placement en voyant le moment où c'est plus réfléchi, puisque la lumière est absorbée sous le cube. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est dans un spectre de réflectance ici, je vais avoir quelque chose qui est proche de 1 ici, mais pif, là, j'ai un trou dedans qui me signifie qu'il y a de la lumière qui a été absorbée. Et en fait, ça, c'est la signature du gap placement. Donc, ce que les physiciens cherchent, c'est vraiment cette signature. Ils cherchent en fait à traquer ce dip, ce trou, dans le spectre de réflectance. Donc, bien sûr, alors ça, c'est typiquement, c'est assez récent comme expérience, mais c'est justement dans le cadre de l'ANR SWACP où il y a des gens qui viennent, physiciens expérimentateurs, théoriciens et chimistes, et qui ont synthétisé des nanocubes, et en fait, ils ont essayé de réussir. En fait, c'est fort, ils arrivent à sortir un spectre de réflectance sur un nanocube qui fait une taille de genre, je sais plus, celui-là, il doit être à 85 nanomètres, quelque chose comme ça. Donc nous, on peut reproduire ça avec nos méthodes numériques pour essayer de voir si on capture aussi un espèce de gap placement. Bien sûr, on colle un modèle dessus, donc après, toute l'interprétation est sujette à réflexion. Et ce qu'on apporte un petit peu là aussi, c'est qu'en fait, dans les expériences, quand ils synthétisent les nanocubes, ils ont grossièrement, si j'ai bien compris les choses, ils arrivent quand même à bien savoir quelle est la taille grossière du nanocube. Par contre, ce qu'ils n'arrivent pas trop à savoir, c'est quelle est exactement la taille du coating qui peut être au-dessus. Est-ce que, en fait, quel est le rending du cube? Est-ce que ça. Ils ont plutôt du mal, ils ont peut-être une ordre d'idée de ce que ça peut être, mais ils ne savent pas trop exactement. Et donc, ce qu'on importe comme information aussi, c'est est-ce que le gap placement est si sensible que ça à une épaisseur qui est autour de lui et au rending du cube? Pour pouvoir dire aussi, en fait, là, on est presque sûr que les cubes que tu as générés, je pense que le rending est entre ça et ça. Et en plus, ça influe pas trop sur la réponse optique, donc c'est pas très grave de ne pas savoir ce genre de choses. Donc typiquement, ce qu'on fait comme simu, alors pour l'instant, c'est des simus directs que je vous présente. Donc, chaque point de la courbe nécessite une simulation. Alors ici, là, oui. Pardon, je suis désolée, j'ai mon trackpad du coup qui change ce truc-là. Oui. Non, ça c'est une seule simu. C'est l'avantage des méthodes temporelles, c'est qu'en fait, ce qu'on fait, ce que je cache là derrière, c'est qu'en fait, on lance la méthode numérique temporelle et on fait une transformée de Fourier à la fin. Donc, on repasse en fréquentiel à la fin et sur une simu qui peut être longue, je vais aller, contrairement aux méthodes fréquentielles qui, elles, vont faire effectivement une simu par fréquence. Okay. Donc là, nous, un coin de simu, ça nous donne une courbe. Et donc, ce qu'on arrive, on arrive quand même à retrouver et voir un peu l'influence. Là, je vous mets des exemples, parce qu'après, il faut tester quand même pas mal de choses.
on a réussi à tester un petit peu l'influence du rending. Donc là, typiquement, on peut voir qu'en fait, la conclusion de tout ça, c'était qu'en fait, avec les erreurs qu'il avait sur les rendings où il n'était pas très sûr, apparemment, ça influe pas trop sur les réponses optiques. En tout cas, ils ont l'air contents de la chose et de se dire, bon, bah, ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc ça, c'est un premier truc, c'est-à-dire que c'est juste la synthèse du nanocube, ouais. Dans les équations qu'on a utilisées pour modéliser, est-ce que les phénomènes d'interférence et de résonance sont pris en compte ou... Alors, dans le modèle, en fait, il y a les résonances intrinsèques au modèle. C'est-à-dire que là, ce que je fais, c'est un réseau périodique. Donc, en fait, potentiellement, alors, ce qui est caché dans un des trucs, c'est que potentiellement, j'ai un mode de réseau qui apparaît que je vois peut-être pas, justement, dans le truc qui est là. Mais tous les phénomènes de résonance sont inclus dans le modèle. Mais c'est les résonances du modèle. C'est-à-dire peut-être qu'on en loupe parce que le modèle n'est pas le modèle le plus adapté ou ce genre de choses. On peut louper des choses aussi à ce côté-là. Mais sur les modèles de type qu'on utilise là, on décrit quand même bien les résonances. Voilà, donc là, je vous montre les deux courbes. Je ne vous ai pas trop commenté les courbes, mais là, c'était justement l'influence du rayon de courbure. Et ça typiquement, hein, ils ne peuvent pas faire avec les méthodes usuelles. Et finalement, donc là, je parlais de cette ANR SWAP qui est interdisciplinaire. Le but de l'ANR, c'est pas juste c'est déjà pas mal, mais de synthétiser des nanocubes, etc. Il y a aussi une idée derrière qui est toujours sur la base de ces structures à gap placement, toujours une idée de sensibilité. Donc en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'on étudie plus ou moins la sensibilité en faisant des signes, juste, on va dire naïvement, sur plusieurs valeurs. Et on remarque que finalement, le rending, le gap placement n'est pas hyper sensible au rending, au moins sur quelques franges de paramètres, parce qu'il faut aussi jouer avec pas mal de paramètres. Mais en fait, il y a un truc, et c'est un peu le centre de l'ANR, c'est qu'en fait, le gap placement, c'est quand même un être relativement sensible, et c'est surtout un être très sensible à ce qui va se passer sous lui, enfin dans son gap là, en fait. C'est-à-dire que si maintenant je regarde le gap placement et je change un petit peu le milieu qui est là, ce qui est attendu, c'est qu'en fait, la réponse optique va beaucoup changer. Alors, qu'est-ce qu'on entend par beaucoup? Là aussi, c'est savoir qu'est-ce qui est détectable, en fait. Donc, on est capable potentiellement de détecter un changement de comportement du gap placement au travers de sa résonance, de la position, par exemple, ne serait-ce que la position dans le spectre de réflectance. Donc, l'idée qui est dans SWAP-P, c'est qu'en fait, on a envie de pouvoir utiliser sa structure à gap placement qui est potentiellement sensible à un changement de milieu sous le cube comme un biosenseur, comme quelque chose qui est capable de détecter des molécules. C'est-à-dire quelque chose que, par exemple, vous allez prendre un composant qui est nanostructuré avec ces petits éléments élémentaires, vous collez une fibre optique en dessous et vous créez un biosenseur, au sens où avec la fibre optique, vous allez illuminer la structure et si vous plongez la structure, par exemple, dans du sang, vous allez pouvoir détecter certaines molécules. Donc, c'est une histoire de détection de molécules, de détection de plusieurs choses. Voilà, de détection de molécules, on va dire déjà pour commencer, donc de biosenseurs, typiquement. Ouais. Si je comprends, c'est détecté via leur spectre, via dans quelle longueur d'onde elles émettent. Oui, alors c'est là que toute la discussion est encore en plus un peu en cours, mais c'est qu'est-ce qu'on appelle sensibilité et qu'est-ce qu'on mesure exactement. C'est-à-dire qu'il faut réussir à mesurer une réponse optique et que cette réponse optique change suffisamment quand on n'est pas dans le sang et qu'on est dans le sang. Donc il y a une histoire de fonctionnalisation de cette chose-là, qu'elle réagisse à une certaine molécule, ou en tout cas au type de biosensing qu'on peut faire. Enfin, j'ai déjà plein de possibilités, il faut réussir à bien typer le biosenseur pour que ça réagisse à ce qu'il faut. Et effectivement, après, c'est qu'est-ce que je détecte? Est-ce que je détecte en fait un changement dans la réflectance ou est-ce que je détecte justement que ça réfléchit beaucoup moins? Qu'est-ce que je détecte exactement? Et c'est tout le jeu en fait de l'ANR aussi, c'est de réussir à savoir ce qu'on va réussir à être capable de mesurer. Parce qu'en fait, quand on colle la fibre optique, en fait, on va avoir a priori une fréquence donnée et il faut jouer avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes expérimentales qui vont faire qu'en fait, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Ouais. Vous envoyez de la lumière dans la fibre optique ou vous captez la lumière Il y a les deux en fait. Donc en fait, elle arrive et puis après, elle est. C'est-à-dire qu'on excite et après, on récupère la réponse optique. Ouais. Donc ça, c'est le far end goal du truc. Pour l'instant, on en est à... Ça avance, mais... Et donc le but, en fait, si on devait mettre un espèce de but global, c'est de maximiser la sensibilité de la structure à un changement d'environnement. Et je cache beaucoup de choses dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est exactement la sensibilité? En fait, on a eu, c'est le slide d'après qui va un peu illustrer ça, on a voulu essayer de comprendre ce qu'ils entendaient par sensibilité.
Alors, des fois, on s'est aussi rendu compte que, bah, en fait, c'était pas si clair non plus pour eux quelle sensibilité ils voulaient mesurer. Et ça dépend vraiment de l'expérience, ça dépend des contraintes qu'on va avoir, ça dépend de plein de choses. Et donc, pour mesurer la sensibilité, ben, forcément, on n'a pas envie de faire X simu pour voir si le truc est sensible à 36 000 paramètres. Donc là, on se repose sur la routine d'optimisation qui existe dans le code Diogène pour essayer d'aller apporter une partie optimisation en maximisant une sensibilité. Et en fait, donc ce que j'ai pas dit là dans les routines d'optimisation qu'on utilise dans le code, c'est des optimisations bayésiennes. Donc c'est optimisation globale de type bayésienne qu'on utilise. Et donc pour aller chercher ces choses-là, ben, on a lancé quelques simus et surtout, enfin ça c'est un exemple où en fait ce qu'on a cherché à faire ici, c'est à maximiser le shift, justement le shift de la résonance. À se dire, si je change le milieu, je sais que je vais détecter telle molécule, donc en fait le milieu va changer d'indice avec tel indice. Est-ce que je suis capable de maximiser la position, la différence entre les deux positions dans le spectre de résonance? Et en fait, on s'est rendu compte que nous, on s'est planté, on a mal compris. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est-à-dire, concrètement, c'est pas forcément cet aspect-là qu'il va falloir détecter, c'est potentiellement à une fréquence donnée, qui sera la fréquence d'intérêt qu'on enverra dans la fibre optique, qu'on ne connaît pas encore, parce que ça dépend de pas mal de choses. Est-ce qu'on va être capable de maximiser la différence dans la réflectance, c'est-à-dire des valeurs de réflectance, c'est-à-dire qu'est-ce que la réflectance sans molécule et avec molécule, la différence des deux doit être la plus grande possible. Et c'est plutôt ce genre de truc qu'on va essayer de maximiser. Donc il y a encore tout un travail à faire, là aussi l'optimisation peut être améliorée, etc. C'est au moins pour essayer de calibrer les choses et de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Ensuite, concrètement, c'est pas fini, parce que là, ce que je vous montre ici, c'est un nanocube. Et ce que je vous vends ici, c'est une structure avec plein de nanocubes. Donc autant, effectivement, il faut connaître la réponse d'un réseau, et c'est déjà pas mal, mais en fait, ce qui se passe, et concrètement, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont une solution de nanocubes, c'est super rigolo. Alors, c'est peut-être pas aussi dense que ce qu'il y a là, mais c'est une espèce de solution de nanocube qu'on va avoir à déposer sur un layer, et cette solution, bah, forcément, c'est pas un arrangement périodique, c'est potentiellement un arrangement aléatoire avec potentiellement une dispersion en taille, donc on commence à avoir des arrangements compliqués, 3D, et il faut coller ça après à une fibre optique. Ce qui veut aussi dire que si ce qu'on doit faire, en fait, c'est potentiellement de l'optimisation sur des arrangements aléatoires de nanocubes. Et ça, bah, c'est une autre histoire, et c'est concrètement, actuellement, avec le temps de calcul qu'on a sur ne serait-ce qu'un nanocube avec des cubes avec des points arrondis, c'est juste pas possible d'envisager ça. Enfin, en termes d'efficacité, c'est pas du tout, enfin, pour l'instant, on n'y est pas, quoi, quelque part. On est capable de faire une simu sur un arrangement aléatoire, de voir ce qui se passe, oui, mais c'est trop cher et ça va être trop long dans une routine d'optimisation. Et donc, du coup, ce qu'on est en train de faire, donc c'est un peu le travail, un des travaux de la thèse. Donc, j'ai cité, enfin, je l'ai mise dans les citations, mais je ne l'ai pas citée. Là, la thèse qui est en cours, c'est la thèse de Carlota Philippine, qui travaille justement dans le cadre de la NRSWAP, qui a fait ces simulations là que je vous ai montrées tout à l'heure. Une autre part de son travail, c'est aussi d'aller essayer de mettre en œuvre des méthodes de type ordre réduit, des modèles réduits plutôt. C'est Reduced Order Modeling, parce que je pense en anglais, pour essayer justement de quitter le monde de la haute fidélité et d'aller vers des approximations basse fidélité. Et là, typiquement, les techniques qui sont envisagées là, c'est plutôt des modèles d'ordre réduit de type non linéaire, donc ils vont faire appel à des réseaux de neurones, en fait. Et là aussi, ben, c'est pas forcément gagné du premier coup, mais ça permet déjà d'essayer, puisque de toute façon, on ne veut pas un plot 3D, mais on veut une représentation 1D d'une quantité d'intérêt, c'est là-dessus qu'on focalise. C'est-à-dire que la convergence ou la précision de la méthode doit être axée sur le fait qu'on veut une quantité d'intérêt précise. Donc l'histoire n'est pas finie et elle est loin d'être finie, mais en fait, c'est tout un travail à effectuer. Donc voilà pour conclure. Alors j'ai regardé ça de très loin, hein. Je ne suis pas rentrée non plus complètement dans tous les détails de toutes les choses. Je voulais juste vous donner un peu l'idée, l'état d'esprit qu'on a dans ce domaine-là. Et en fait, ce que je vous ai présenté, c'est en fait ce bloc-là, qui est en fait la branche la plus solide actuellement dans l'équipe, puisque c'est la branche sur laquelle on travaille depuis pas mal de temps, qui est la réponse optique linéaire en nanoplasmonique et plus généralement en fait en nanophotonique. Là, moi, je suis plutôt plasmonique, mais il y a beaucoup d'autres gens dans l'équipe. Et les derniers temps, on s'est un peu intéressé, on commence à aller développer des choses qui sont un peu plus multiphysiques, au sens où on va aller coupler une réaction optique à une autre physique. Donc typiquement la thermique pour aller chercher les effets, parce que quand on irradie un métal, et ben, ça chauffe, ou des réactions de type optoélectronique qui vont aller plutôt regarder ce qui se passe en termes de semi-conducteurs. Donc en fait,
Là aussi, c'est une autre histoire, puisqu'on va les coupler Maxwell, mais à une autre physique. Donc, typiquement, des équations de diffusion pour les semi-conducteurs ou des équations de la chaleur pour la thermoplasmonique avec des échelles complètement différentes, ce qui est là aussi une autre histoire. Donc, avec ça, je m'arrête et je vous remercie pour votre attention. Merci. Une question sur la modélisation au début, avec le terme de polarisation. Est-ce qu'il y a des méthodes type, je sais pas, Champ-Moyen ou micro-macro qui permettent de comprendre un peu quelle est la structure de ce flux-là, ou parce qu'il faudrait mettre, est-ce qu'on a des façons autres que, je dirais, phénoménologiques, quoi, En tout cas, pour les approches que moi je connais, c'est vraiment ces approches où on va aller. Ce qui est caché, c'est vraiment la permittivité qui dépend de la fréquence et qu'on va fitter des modèles. Alors, le matheux, il voit ça comme des approximations de fractions rationnelles, en fait, pour aller fitter des permittivités. Donc, la physique, je ne change pas la physique, quoi. C'est vraiment une physique macroscopique que je regarde. Et alors, après, est-ce qu'il y a des échelles, tu dis micro, macro, c'est ça? Alors, les modèles qu'on utilise beaucoup, c'est sur les modèles basés sur l'hydro, donc c'est du gaz d'électrons. Ouais. Et donc, c'est déjà moyenné, en fait. On est déjà sur la vitesse du gaz complètement. On n'a pas de truc particulier. Je ne sais pas si c'est ça que tu entendais, peut-être. Oui, si, c'est un peu ça. C'est-à-dire, par exemple, pour avoir les deux dernières équations, c'est un peu à faire français. Tout à l'heure, quand je disais, on n'a pas les électrons parmi d'être tous au même endroit, et puis il y a une pression quantique, etc. Pour déduire les deux dernières équations, là, c'était un peu à ça que je pensais, enfin, des approches un peu hydrodynamiques. C'est ça, en fait. C'est exactement ça. Ça, c'est en fait ce qui est caché derrière. Le modèle complet qui s'appelle vraiment. Là, je ne l'ai pas vraiment mis dans le titre, mais. Alors, pardon, je vais y arriver. Ce modèle, il s'appelle hydrodynamique de Drude. Et en fait, en vrai, il s'appelle linearized hydrodynamique de Drude parce que le vrai modèle hydrodynamique, c'est vraiment le truc où on va décrire la vitesse du gaz, la pression, il va être dedans avec le terme qui est ici, et la densité. Donc, on a vraiment le modèle vitesse-densité très ultra hydrodynamique avec une force de Lorentz dans le membre de gauche. Donc, on a vraiment l'opérateur hydrodynamique usuel, la force de Lorentz et derrière une pression quantique. Et après, quand on linéarise tout autour d'un état d'équilibre, qui est l'état de zéro, en fait, et ben, en fait, on retombe sur ce genre de truc. Donc là, c'est vraiment issu d'un modèle hydro. Et après, j'ai pas complètement compris quel était le phénomène physique ou mathématique qui disait qu'on avait une concentration le long des parois, ce qui à la fin permet d'avoir justement cette signature. Et qu'est-ce qui. Ce truc-là, là, en fait. Ouais, c'est ça. À la fois, soit les placements de surface, soit les. Alors, si on a, ça se voit peut-être plus quand on a un point de vue un peu fréquentiel. Donc, il y a des études pour comprendre un peu les choses, qui sont faites simplement sur une interface plane. On a un métal, on a de l'air, et en fait, on va regarder les équations de Maxwell, mais en domaine fréquentiel, donc ça devient des équations d'Helmholtz. Ouais. On écrit la relation de dispersion, on regarde les ondes évanescentes, les ondes qui se propagent, etc. Et en fait, on voit vraiment le côté localisation. Et j'ai une dernière question, c'est dans les courbes de réponse que tu mettais à la fin, celle où il y avait un peu de vente. Encore, d'après. Ça Ouais, c'est ça, celle-là. Là, donc, dans toutes les couleurs, elles ont un pic vers le bas à des endroits différents, sauf un peu au-dessus du 800, là, où c'est tout au même endroit. Et un peu, ouais. Typiquement, c'est possiblement un mode de réseau, quoi. C'est-à-dire que ça, c'est en fait ce qu'on n'a pas bougé, on est en approximation périodique, c'est-à-dire qu'on a une structure élémentaire, on a mis des conditions périodiques partout. Donc, on a un réseau, en fait, qu'on a créé, qui n'est pas tout à fait ce qu'il mesure, puisque lui, il a potentiellement un nanocube qui est quand même pas mal isolé des autres. En fait, c'est pas un vrai réseau. Et donc, là, on n'a pas touché à la taille du réseau. Et potentiellement, ce qu'on peut faire apparaître, c'est des modes, alors pas forcément parasites, mais qui sont dus au fait à notre approximation, qui est potentiellement un mode qu'on rajoute, qui est un mode de réseau. Et si on veut être sûr que c'est un mode de réseau, alors il faut quand même que je vérifie avant de dire une bêtise ou quoi, mais si on change la taille en fait du réseau, on va avoir le truc qui bouge. Là, on n'a pas touché la taille du réseau, donc il bouge pas concrètement. Si je peux me permettre, c'est lié à ça. C'est quoi la taille de la boîte de calcul? Parce que je ne comprenais pas, parce que c'était très naïf, mais le trou, ça avait une hauteur de quelques nanomètres. Et les longueurs d'onde, c'est plusieurs centaines de nanomètres. Donc, ne fût-ce que pour faire du Fourier, il faut que la boîte soit grande par rapport à la longueur d'onde. Eh ben alors, il faut qu'on ait suffisamment de. Alors, il y a pas mal d'échelles qui rentrent en ligne de compte. Donc, suivant la longueur d'onde d'intérêt qu'on va pouvoir utiliser, effectivement, qu'est-ce
quel est le type de lumière qu'on envoie. Alors en plus, nous, la lumière qu'on envoie, c'est pas forcément une seule longueur d'onde, justement, puisqu'on fait une simulation temporelle, c'est un pulse gaussien, en fait, donc il va balayer pas mal de fréquences. Donc il faut adapter effectivement potentiellement la taille à avoir une certaine période dans le truc, que le signal se propage bien. Et deuxièmement, effectivement, il y a des ratios d'échelle qui sont relativement petits. C'est-à-dire qu'ici, on a 1 nanomètre, là, c'est 80 nanomètres, là, ça peut aller. Alors là, on avait mis 75, mais en fait, maintenant, c'est plus petit. Et du coup, les tailles de boîtes peuvent être relativement grandes ou relativement petites. Enfin, en fait, quelque part, c'est suivant ce que eux ils font qui va déterminer la taille du réseau. C'est-à-dire que c'est quelque part presque c'est notre méthode numérique qui doit bien se prendre en charge le fait qu'il faut bien discrétiser pour bien approcher la lumière. Mais quelque part, le réseau peut être très, très, très proche, si tu veux. La périodicité peut être très petite, malgré une illumination qui est scalée, quoi. Je veux dire, grossièrement, tu fais une structure infinie elle est périodique de partout, quoi. Mais après, les fréquences, elles sont. Il y a la fréquence fondamentale qui est liée à la taille de la boîte. Mais du coup, on ne chope pas forcément toutes les fréquences. Oui, mais c'est ça, c'était justement pour avoir les basses fréquences, parce que. Enfin, en fait, nous, on est. Des grandes longueurs d'onde comparé à la taille de la boîte, j'ai l'impression. Oui. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la boîte n'était pas assez grande pour décrire une fréquence de cette longueur-là. Alors, je pense pas. Je me suis dit qu'il fallait que la boîte soit au moins aussi grande que la longueur d'onde. J'ai l'impression que les longueurs d'onde, c'était genre 100 fois la taille du trou. Non, puisque c'est caché dans la taille de ton réseau, quoi, quelque part. Après, ça dépend quel est le setting que tu regardes à la base, quoi. Oui. Oui, en fait, j'ai 2 questions, mais de l'ordre physique. Si mes connaissances en physique sont intactes, quand la dérivée de l'énergie est négative, c'est que l'état est lié. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par état lié? Je vais peut-être prendre. Par exemple, le système solaire, si on fait la dérivée énergétique de tout, on va trouver que les astres sont dépendants les uns les autres. Et je me disais, parce que vous avez abordé la frontière, ou vous avez ajouté un terme pour tenir en compte de la frontière. Alors, ça, c'est dans la méthode numérique, ça, pour le coup. Ouais. En fait, c'est ça le truc qui est là, le petit terme qui est là. Pour moi, c'est plus quand il y avait la dérivée de l'énergie négative, qu'est-ce Ouais. qui dépendait de quoi, ou est-ce que toutes les facettes étaient indépendantes l'une de l'autre, spatialement? Alors, facette, tu veux dire facette du maillage? Oui. Alors, ça veut dire qu'on est au niveau discret, d'accord? C'est ça? Ok, oui. Et donc, là, dans l'énergie, on n'a pas quelque part à la fin, dans la variation d'énergie, on n'a pas de trace de ce qui se passe au bord, parce qu'en fait, sauf quand on fait le flux à coude, on a une trace quand même de ce qui se passe au bord. Je pense pas que ça répond vraiment à la question que tu veux poser. Je pense que je l'ai pas bien comprise. Mais en tout cas, il y a les états sont, entre guillemets, les états entre 2 triangles, je ne sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais sont liés par quelque part par le Oui, flux. je veux savoir justement que est-ce que les états entre les différents triangles sont indépendants ou il y a... Non, c'est lié vraiment par les flux. Et là, ça se voit clairement quand on fait du flux plus longtemps, quand on fait un truc très symétrique, en fait, par symétrie, justement, ça simplifie. Et le truc symétrique, c'est le flux centré. Donc là, on le voit plus. Autant quand on fait un flux à fouille, si on veut imaginer d'autres types de flux, justement, on voit la trace du fait qu'on a un saut dans les inconnus. Mais alors, oui, je sais pas si c'est physique. Oui, c'est pas grave. Et mon autre question, c'est que l'indice de réfraction, il dépend de beaucoup de choses comme la température, la pression, etc. Est-ce que c'est pris en compte dans le modèle que l'indice de réfraction change selon les différentes considérations en termes Non, justement, et c'est un des trucs qu'on est en train de regarder. Donc là, pour l'instant, on estime, et même dans l'ANR, en fait, les questions se posent ce que j'ai pas trop dit, c'est que quand ils vont vouloir faire ce genre de truc, c'est-à-dire comment ils vont réussir à attacher la structure nanométrique, ne serait-ce qu'au layer du dessous, ce genre de choses, en fait, ils vont faire des trucs qui s'appellent la photopolymérisation. Donc, en fait, ils illuminent et puis c'est un polymère qui va photopolymériser et accrocher. Mais potentiellement, il y a des effets thermiques qui rentrent aussi en ligne de compte, c'est-à-dire que quand j'illumine un petit carré comme ça, là, alors même s'il y a des rendings, si les rendings sont relativement petits, ce qui se passe, c'est qu'il y a un champ tellement intense ici que potentiellement ça chauffe. Et ça chauffe peut-être potentiellement, alors on ne sait pas, mais a priori ça ne chauffe pas suffisamment pour changer les paramètres du milieu, mais ça peut changer des choses en termes d'accroche du nanocube. Donc, mais c'est des choses qu'on ne prend pas en compte
et que justement, c'est des points qu'on est en train de prendre en compte là, dans tout ce qui s'appelle le thermoplasmonique, où là, justement, on va aller prendre en compte le dégagement de chaleur et potentiellement la rétroaction du dégagement de chaleur sur les paramètres physiques. Donc, on coupe une équation de Maxwell et en plus, la température change et elle change. Il faut être dans des configurations où la température change suffisamment pour aller impacter le paramètre. Mais pour l'instant, ça n'en prend pas du tout en compte, c'est-à-dire qu'on se met à température ambiante et tout, on estime que tout est bien gentil et on ne touche pas autrement que par la fréquence, c'est-à-dire qu'il y a cet effet de dispersion ou dispersion non locale en espace, mais on ne touche pas à ces paramètres-là. Donc, le coating, est-ce que vous avez essayé juste de voir si le maillage il est un layer, deux layers ou quelque chose, si ça donne des résultats différents? Alors, je vais juste remettre le graphe pour être sûr de comprendre. Coating, tu veux dire cette épaisseur-là? Oui. Donc, c'est quand même très dépendant. Nous, ce qu'on doit fournir, effectivement, c'est des simulations qui sont convergées, c'est-à-dire des trucs qui ne changent plus trop avec notre taille de maillage. Alors, ça peut jouer sur les visus 3D, mais surtout, ce qui est un intérêt pour nous, c'est la quantité d'intérêt. Il faut que la quantité d'intérêt est convergée. Et clairement, si on ne met pas forcément... Alors, sur le coating, ça va dépendre un petit peu de l'indice du coating, du ratio qu'il peut y avoir entre ce qu'il y a dans le métal et ce qu'il y a à côté, qui va jouer beaucoup. Et grossièrement, en fait, on va quand même mettre suffisamment d'éléments dans le métal pour en fait respecter plusieurs. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Des fois, on fait un peu moins d'éléments parce que sinon c'est hyper cher. Mais effectivement, il y a une influence. Ouais. Alors, oui et non, ça change un peu, mais en fait, le coating quelque part, c'est pour la réaction optique du cube, c'est peut-être légèrement moins important, par exemple, que l'épaisseur du métal qui est en dessous. Même s'il faut faire super gaffe à l'interprétation qu'on peut donner à ces choses-là, puisqu'on a une méthode numérique et que si on discrétise pas suffisamment, ou si on met justement pas suffisamment de points par longueur d'onde, donc là on rejoint peut-être aussi une question de précision de points par longueur d'onde, on peut faire un peu n'importe quoi, et surtout que les phénomènes sont très localisés en espace, donc il faut mettre suffisamment de points. Donc c'est dépendant de ça, clairement. Une question sur les méthodes numériques, le fait de passer de Leapfrog et des schémas, des flux centrés à RK4 et des flux upwind, ça vous permet d'avoir des ménages beaucoup plus petits avec un même nombre de. Pour même convergence, vous avez vu un impact là-dessus? Oui. Alors oui, on voit, ouais, clairement. Alors il y a plusieurs choses. Il y a un point que j'ai pas trop abordé là, enfin que je cache beaucoup là-dedans. Je vous ai pas trop parlé du fait de changer le degré du polynôme. En fait, c'est tout l'intérêt de Galerkin discontinu. Là aussi, je suis allée très light là-dessus. Galerkin discontinu, donc on casse tout, c'est assez indépendant, mais ça aussi, ça laisse la liberté de choisir un peu tous les degrés de polynôme qu'on veut entre deux triangles, on peut faire des choses différentes. Donc c'est du P local. Et en fait, ce qui joue beaucoup, c'est effectivement quel degré de polynôme je vais choisir. Un raffinement, alors ça va dépendre de type de singularité qu'on veut capturer. Par exemple, un coin, on va tendance à beaucoup raffiner. Et si par exemple on est loin, pour avoir quand même un truc suffisamment précis, on va mettre des degrés de polynôme relativement grands. Donc on joue beaucoup là-dessus. Et donc, si l'intérêt c'est de monter en ordre, c'est-à-dire qu'on va quand même vers des polynômes de Lagrange de degré 3 ou 4, c'est quand même le truc qui donne les trucs plus précis. Si on ne veut pas tout casser, rester avec un Leapfrog d'ordre 2 en temps, ça casse l'ordre de convergence et donc ça casse un petit peu justement l'intérêt de faire ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi qu'on a voulu chercher des méthodes d'ordre élevé en temps et les trucs les plus faciles à mettre en œuvre, parce qu'on cherche aussi un truc qui soit flexible et qui puisse monter facilement en ordre. On est allé jusqu'à des Runge-Kutta 4 et eux vraiment, on sent vraiment la différence entre une méthode d'ordre 2 avec un P2 par exemple, P2 au sens Lagrange d'ordre 2 et d'aller chercher du Runge-Kutta 4 avec un P4. Avec le petit effet, ce que je cache ici aussi, c'est qu'on ne fait pas un vrai Runge-Kutta 4, on fait un Runge-Kutta 4 qui est low storage, c'est-à-dire que là aussi on essaie d'économiser en stockage en fait. Donc on améliore un petit peu, mais ça joue clairement. Si on fait juste du degré 1 avec un LF2, on a des résultats qui sont pollués. Clairement. Vous en avez une connaissance assez empirique maintenant du meilleur choix, ou vous avez un truc un peu systématique pour savoir sur un problème 4 alors, le truc systématique, c'est de savoir que ça converge beaucoup mieux. Enfin, mais c'est dans des cadres académiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé chercher les singularités, même si on sait quand même, Maxwell, on sait faire des choses quand il y a des singularités, des coins, des trucs comme ça, on sait comment ça marche. Donc, on a cette intuition-là. Et en plus, en fait, empiriquement, on se rend compte que en fait, ce package-là, on l'utilise quasiment plus. Là. Dans le code, je pense qu'il dans Diogène, il n'existe même plus. C'était au tout début, on avait ça. Parce qu'il est vachement bien, parce que ça nous aide aussi potentiellement en termes d'exercice pour
regarder ce qui se passe, parce que ces structures préservées, ça préserve la structure, donc c'est très joli pour regarder l'énergie, pour apprendre à jouer avec ça. Mais en fait, concrètement, ce qu'on fait après, c'est des flux upwind. Et en plus, les flux upwind, comme ils dissipent, si jamais on fait une transformée fouillée, qu'on a encore un peu de signal qui reste, que ça oscille un peu, ben, ça va avoir tendance un peu à lisser les trucs. Donc le désavantage, c'est que par contre, la réponse spectrale est peut-être un petit peu dissipée. Là, quand on voit les amplitudes, on n'a pas forcément les bonnes amplitudes. Alors, je sais plus où je suis. Oui, par exemple, dans les expériences, ben, potentiellement, on a un peu dissipé d'énergie, donc peut-être qu'on a sous-estimé la résonance, par exemple, parce que le point va avoir tendance à dissiper. Du coup, plus on raffine, moins on va sous-estimer la résonance. Mais donc, c'est un rapport, pareil, un rapport qualité-prix qu'il faut retrouver. Et clairement, il y a un intérêt à faire d'ordre élevé, ça c'est... oui. Mais on paye. Est-ce qu'il y a des questions à distance? Moi, j'ai une question sur la réduction de modèles, ce que vous envisagez là. Enfin, si je comprends bien, vous entraîneriez, vous utiliseriez des simulations haute fidélité pour entraîner ensuite un réseau de neurones où la quantité, enfin la sortie, ça serait directement la quantité d'intérêt, c'est-à-dire qui esquiverait le passage à la solution 3D. Alors, il y a plusieurs points de vue. Il y a le point de vue entraîner juste pour sortir une quantité d'intérêt, donc faire le mapping entre paramètres et quantité d'intérêt. Donc ça, c'est un point de vue qui peut se faire avec un réseau de neurones. Voilà. Mais en fait, le point de vue qu'on a aussi, c'est réduire concrètement même les simulations numériques en tant que telles pour sortir vraiment le champ. Et là, du coup, typiquement, il faut partir du maillage et de simulation de données en fait, sur lesquelles on va entraîner, qui sont vraiment des résultats de simulation. Donc, potentiellement à chaque nœud du maillage, il va y avoir plusieurs inconnus et puis on va entraîner dessus. Et ça, le point de vue qu'on adopte là pour le moment, c'est des types de réseaux graphes qui sont très adaptés au fait qu'on a un maillage et qu'on entraîne sur un truc qui est un graphe, en fait, avec des poids et ce genre de choses. Donc il peut y avoir plusieurs points de vue suivant ce qu'on a envie de faire et suivant ce qu'on veut sortir. Et l'information qu'on veut sortir en sortie, quoi. Donc il peut y avoir de garder quand même l'information du champ et le post-traité, ou directement se dire la quantité d'intérêt. Et les méthodes plus classiques, linéaires, comme la POD ou des choses comme ça ne marche pas bien. Alors, parce que ça a été testé. Notre problème, c'est qu'on est hyperbolique, surtout. Parce qu'en pod, voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'dans l'équipe, on se tourne vers ces trucs-là. Voilà. La fameuse estimation qui fait qu'en fait, parce qu'on est hyperbolique, on perd un peu l'intérêt de la pod de ce côté-là. Et c'est aussi pour ça qu'on se tourne vers des trucs plutôt non linéaires, de type réseau. C'est quoi la définition de la résonance dans... Ça dépend si on veut la résonance du matheux ou la résonance du... Pour en tout cas, nous, ce qu'on cherche, ce qu'on va appeler résonance, c'est des phénomènes singuliers dans les courbes de réflectance ou les courbes de transmittance. Après, si on raisonne en termes de... Je regarde ça du point de vue fréquentiel avec une équation d'Helmholtz, c'est plus la définition. Donc, ça reste des simulations sur lesquelles on cherche soit une transmittance accrue, soit une réflectance très basse. Donc, c'est des phénomènes singuliers dans les courbes qui sont associés potentiellement après à comment je définis une résonance en vrai. Comment déterminer les singuliers? Pardon? C'est ça, c'est la simulation numérique. Ouais. Et pour quelle taille, on dit que ça, c'est un singulier. Ah oui, alors c'est tout le problème aussi il faut avoir un truc convergé, parce que si on commence à avoir justement plein d'oscillations de partout, est-ce que c'est un problème de méthode numérique parce qu'en fait ce qu'on a fait n'est pas du tout convergé, et en fait c'est pas du tout une résonance, c'est juste un artefact numérique. Ça on le voit justement en raffinant, en augmentant le degré du polynôme, en voyant si la courbe est convergée et décréter un moment, bah oui, ça c'est tel type de résonance. Et en plus, il faut faire super attention au type de conditions de bord qu'on peut mettre, parce que chez nous, soit c'est un réseau, donc effectivement, on a potentiellement les modes de réseau. Si jamais c'est un truc ouvert, on met des conditions de bord qui peuvent polluer aussi le spectre. Donc en fait, c'est la définition telle quelle sur le truc numérique et pas forcément. Et en fait, on colle, on va voir nos. Quelque part, au début, on ne savait pas détecter un gap placement, nous. Enfin, on n'était pas sûr de ce qu'on voyait. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est lui? Puis ici, on regarde le truc, bah ouais, ça c'est un mode de réseau, et ça, je suis sûre que c'est le gap placement. D'accord, pourquoi? Et quand on comprend un peu comment on traite le truc. C'est un commentaire. Oui. C'est normalement pour les milieux diversiques, les paramètres de matériel dépendent de la fréquence. Oui.
Et normalement, l'équation de Maxwell, c'est le non local en temps. Ouais. Et ça, c'est dans cet sens, c'est seulement une classe où on peut ramener le système dans un système dépend seulement en temps localement. Et Alors, ça, c'est normalement pour les modèles de rythme Lorentz standard, c'est local, non local en temps. alors alors tu vas me dire si c'est pas, si je réponds pas, enfin, effectivement, c'est un modèle de non-localité en temps où en fait la relation constitutive dans les équations de Maxwell, c'est une convolution en temps. Et on a fait une approximation de causalité, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi non plus, on a certaines approximations des permittivités et en fait, pour certains modèles dispersifs, on est incapable de revenir à la formulation temporelle. En fait, si la convolution ou si on ajoute des choses non linéaires ou ce genre de trucs, ça reste dispersif, non local en temps, mais on est incapable de faire ça. Donc en fait, ça, c'est pour tous les modèles, ça marche. Pour tous les modèles dispersifs qui vont être avec des permittivités qui sont des fractions rationnelles, des sommes de fractions rationnelles en fréquence, avec des approximations de type fonctionnel comme il faut pour qu'on ait le Kramers-Kronig et la relation de causalité, en fait. Mais si jamais on n'est pas dans cette approximation rationnelle, on ne peut pas faire ce genre de truc. Et justement, on est embêté avec pas mal d'autres modèles. Ouais, tout à fait. C'est une classe de modèles, on va dire. On va devoir arrêter, on peut continuer un petit peu à débattre. Il y a le café et tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous.